On salue tout le monde, très content de vous retrouver aujourd'hui pour faire une petite vidéo sur le monstre de Florence de David Didelot. Alors comme vous le voyez, j'ai emmené beaucoup de matériel parce que c'est un livre, un fanzine, alors je ne sais pas comment le qualifier, on verra ça après, on en discutera un peu plus, qui va vous emmener un petit peu partout, à travers différents univers. Voilà. Bon, je vais peut-être montrer un peu ma tronche, faire un petit peu de place. Voilà. On va vous parler de tout ça au cours de la vidéo. Comme d'habitude, c'est fait à l'arrache, pas beaucoup de préparation, mais on va en parler avec beaucoup de passion et d'enthousiasme parce que franchement, voilà, j'ai vraiment kiffé. Trouvons l'objet du délit dans tout ce bordel. Donc voilà, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, le monstre de Florence, de David Didelot. Alors première chose, qui est David Didelot? Parlons un petit peu de l'auteur, présentation de l'auteur. Donc David Didelot, c'est le papa d'un fanzine qui s'appelle Vidéotopsie. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'un fanzine? Bon, non, il y en a plein qui connaissent, mais bon, il y en a peut-être qui ne savent pas ce que c'est. Donc un fanzine, c'est une sorte de magazine, mais fait de façon plus amatrice, pas par des professionnels de la presse, mais ça ne veut pas dire que c'est de moindre qualité. Généralement, c'est un boulot soigné, fait par des passionnés, et avec une ligne éditoriale qui est beaucoup plus libre, un ton qui est voilà, plus libre, avec quelque chose de plus direct, et vous n'avez pas plein de merde de pub aussi pour des produits que vous n'aurez jamais envie de vous acheter, ou les moyens du moins. Alors, on va prendre quelques vidéotopsies. Donc, vidéotopsie, c'est ça. Ça, c'est un ancien numéro qu'il a réédité. Moi, à l'époque, je ne savais même pas que ça existait quand est sorti le premier. C'est le numéro 6. Alors, le concept de vidéotopsie, souvent, parce qu'il ne s'en tient pas tout le temps à ce principe, selon les numéros, c'est d'autopsier un film. Donc, quand David Didelot, il autopsie un film, ça veut dire qu'il le dissèque complètement, dans les moindres détails. Voilà, vous allez savoir beaucoup de choses sur le réalisateur, sur les acteurs. Il y a plein de petits détails intéressants. Il creuse beaucoup les choses. Voilà. Et les films, sur lesquels il s'attarde, c'est pas le blockbuster du moment, c'est pas le truc dont tout le monde parle. C'est un truc qui lui parle à lui. Voilà, dont il a envie de partager des choses. C'est souvent des coups de cœur. Donc là, par exemple, celui-ci, moi, de film, il parle particulièrement. C'est le Blue Holocaust de Joe D'Amato. Un truc de ouf. Si vous l'avez pas vu, franchement, faut le regarder. C'est une espèce d'histoire d'amour nécrophage. Non, nécrophile, pardon. Nécrophage, c'est s'il le bouffait. Voilà, comme je dis, je suis pas un mec très carré. Alors, il y en a eu sur le manoir de la terreur, voilà. Celui-ci aussi, qui a son importance, parce que j'en parle dans mon roman, voilà, consacré à l'Antéchrist. Il parle dedans du fameux film Gloria Mundi. Faut que je trouve, je sais plus où je l'ai mis. Mais qui a une certaine importance, voilà, dans mon roman. Ça doit être ici, voilà, Gloria Mundi, un ovni du cinéma français, franchement. J'en passe quelques-uns en revue, puis ça me fait plaisir. Celui-ci, avec la véritable histoire de Caligula, franchement pareil, un film complètement barge, complètement fou. Et voilà quelques autres numéros. Celui-ci là sur, je trouve même plus le titre. Merde, La Nuit de la Mort, voilà, qui est sorti récemment chez Le Chat qui fume. Bon, bref, voilà, David Didelot, il est le papa de ce fanzine Vidéotopsie qui est arrivé, dont il a publié il n'y a pas longtemps le dernier numéro. Alors, est-ce que ce sera vraiment le dernier, l'ultime, ou est-ce qu'il y aura un autre moment, une résurrection de Vidéotopsie, ou peut-être sous un autre format? Bon, ça c'est à voir. En tout cas, on ne serait pas contre. Voilà. Alors, David Didelot, il a aussi publié, alors ça c'est un monument pour moi, voilà, le livre sur la collection Gore. Alors la collection Gore, c'est des petits volumes, ce qu'on appelle souvent de la littérature de gare, de façon un peu péjorative, qui sont sortis dans les années 80, que vous pouviez trouver un peu assez facilement partout, quoi. Et dedans, comme son nom l'indique, c'est Gore. Vous voyez Gore écrit en gros ici, quoi, vraiment qui couvre une bonne partie de la couverture, avec toujours des trucs assez dégueulasses. Alors il y avait dans cette collection des auteurs anglo-saxons comme Ketchum, qui était Ketchum, peut-être on dit plutôt, qui était adapté.
Sean Huston, voilà, et des Français qui écrivaient exprès pour l'occasion, donc comme Nécrorian, comme Joël Houssin, Corsélien ou Jean-Pierre Andrevon. Donc voilà, généralement c'est vraiment bien barré, surtout je trouve les exemplaires français, les parutions françaises, les auteurs français, voilà, c'est vraiment, vraiment barré, avec toujours beaucoup de violence, de sexe, tout, c'est cru, tout. Enfin, franchement, voilà, j'ai découvert ça, moi, ça m'a d'ailleurs incité à écrire. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire un truc comme ça. Finalement, seul le soir, il respecte pas vraiment le format. On peut pas dire que c'est quelque chose qui est complètement inspiré de gore, mais en tout cas, ça a vraiment été un truc qui m'a déclenché l'envie d'écrire, qui m'a décomplexé, on va dire. Je me suis dit, je vais écrire suite à ça. Donc voilà. David Didlot, bah, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup parce qu'il a voilà, son fanzine et puis cette collection gore. C'est vraiment un passionné, c'est un mec carré et qui bosse depuis longtemps. Il a commencé ses vidéo-autopsies. Là, il bossait pas sur informatique au début, donc apparemment j'ai vu des trucs où il expliquait que c'était galère avec les photocopieuses, tout ça. Enfin voilà. Bon, suite à un petit problème technique, c'est-à-dire que mon téléphone étant saturé, il a fallu que je fasse un petit peu de place. Voilà, il y a une petite interruption. Donc, on finit sur ce que David Didlot a fait avant Le Monstre de Florence. Il y a ça aussi, donc, un gros volume sur le cinéaste italien Bruno Mattei. Voilà, gros cinéaste du bis. On va pas trop s'attarder dessus. J'ai pas encore lu le bouquin. Il est richement illustré. Il est franchement chouette. Je dis les richement illustrés, forcément, je tombe sur une page où il n'y a pas d'illustration. C'est pour ça que je joue jamais au loto. Hein. Voilà, vous voyez, non, franchement, il y a beaucoup d'illustrations. Je voulais une belle illustration couleur, je tombe que sur des photos en noir et blanc. Voilà, allez, hein, comme ça, on a ce qu'il faut. Bon, trêve de blabla, rentrons dans le vif du sujet avec le monstre de Florence. Donc le monstre de Florence, hein, tout à l'heure on ne savait pas comment le qualifier, on va dire que c'est un fanzine hein, finalement, voilà. Donc c'est pas, ça atteint pas le stade de bouquin, il y a combien de pages? Ouais, il y a 66 pages en tout, grand format comme ça, allez, fanzine. Hein. Si je me trompe, David Didlot, il corrigera. Donc fanzine mais soigné avec, vous voyez, une très très belle couverture et aussi une quatrième de couverture. Ça on en reparlera un petit peu après, hein, ça fait référence à quelque chose qui est plus richement développé dedans. Donc, le monstre de Florence, ça parle de quoi? Ça parle d'un tueur en série qui a sévi, allez, fin des années 70, début des années 80, je crois, si c'est bien ça, si j'ai bien retenu la leçon. Donc, le mec, il s'en prenait à des couples qui faisaient l'amour dans des voitures. Hein. Les gens, ils n'avaient pas toujours de quoi recevoir leur bon ami à la maison, tout ça, c'était un petit peu compliqué, c'était pas bien vu, le sexe hors mariage dans l'Italie des années 70-80. Donc voilà, ça baisait régulièrement dans les voitures. Hein. Il y a même il nous explique dedans, David Didlot, qu'il y a des gens apparemment qui allaient mater régulièrement ce qui se passait dans ces voitures, et même certains qui faisaient payer les autres bah, pour avoir des places aux premières loges. Voilà, c'était le spectacle. Bah ouais, il n'y avait pas YouPorn, tout, donc on fait comme on peut. Hein. Donc le monstre de Florence, c'est un tueur en série qui a jamais été pris et qui s'en prenait justement à des couples. Alors souvent de façon assez dégueulasse, hein, il dégommait le mec à coups de gun et puis après il s'en prenait à la meuf avec des mutilations sexuelles, hein, souvent. Voilà, donc on n'est pas dans un truc fleur bleue qui fait rêver. Donc voilà autour de quoi tourne notre fanzine. Donc ça commence par une entrée en matière qui n'est pas signé David Didlot, mais qui est signé Zaroff, Guy Kerman, j'espère que j'écorche pas son nom, voilà, qui a écrit pour la collection Trash, alors qui a écrit Night Stalker, et le deuxième, je crois que c'est Bayou. Moi, le deuxième, je l'ai pas, parce que voilà, c'est épuisé, donc à mon grand regret. Night Stalker, je l'ai pas encore lu, j'ai lu par contre un recueil aux éditions Les Ombres Délirantes, qu'il a sorti sous son vrai nom, je crois, Guy Kerman, et franchement, il est vraiment chouette, c'est un bon recueil. Enfin, c'est un auteur que j'ai envie de plus lire, parce que franchement, c'est vraiment bon, rien que quand il signe un petit billet sur Facebook, tout ça, c'est sympa. Donc là, il fait vraiment une super intro, vraiment magnifiquement écrite, avec à la fin une petite pensée aux victimes, comme c'est vrai que les serial killers exercent souvent une fascination sur le public, un public avec des goûts souvent un peu morbides, hein,
voilà, quand vous achetez du Stéphane Bourgoin, que vous matez je sais pas combien de documentaires sur les serial killers, on va pas dire que c'est le loisir le plus sain du monde. Et souvent, ce qu'on occulte, bah, c'est les victimes. La souffrance est réelle, tout ça. Donc là, c'est quelque chose qui revient quelquefois dans le livre où on parle quand même de la souffrance des victimes, des proches. Et ça, c'est quand même, voilà, c'est bien de le souligner parce qu'on n'est pas dans le domaine de la fiction, hélas. Mm. Donc, on commence on parle beaucoup de la ville de Florence, parce que là, que ça se passe, une des plus belles villes d'Italie, hein, marquée par la Renaissance, ville de Dante, de Machiavel. On parle aussi de tueurs en série, de façon générale. Et qui dit Italie, qui dit couteau et qui dit passion pour le cinéma, dit forcément giallo, au pluriel gialli. Alors, giallo, ça veut dire jaune, c'est en référence à une collection policière de romans, hein, qui était de couverture jaune. Voilà, le terme est resté pour désigner un genre cinématographique qui est souvent basé, c'est très dur de résumer le giallo, mais il y a toujours un côté onirique, un côté érotique, et c'est basé souvent sur des assassinats à l'arme blanche, souvent de femmes, rarement dans des milieux pauvres, plutôt dans des milieux plutôt aisés, bourgeois. Voilà, c'est vraiment un style des années 70. Ce serait dur de faire un giallo aujourd'hui, il y a des essais qui ont été faits, mais c'est pas toujours ultra pertinent, quoi. Voilà. Donc allez, on a quelques munitions, on va vous parler un peu des giallos qui sont évoqués dedans, hein, fait une petite sélection. Parce que voilà, le monstre de Florence, ce qu'il faut se dire, c'est que quand vous le lisez, bah, ça part dans tous les sens, voilà, mais dans le bon sens du terme. Ça va vous donner envie de lire des bandes dessinées, ça va vous donner envie de lire des livres, de regarder des films. Alors, il y en a beaucoup, si vous êtes passionné par le style, voilà, ça va vous parler, vous les aurez déjà vus. Mais pour ceux qui, on va dire, débutent là-dedans, vous aurez peut-être envie d'être aiguillé. Voilà, moi, c'est une sélection toute personnelle. C'est des films que je connais. Après, il y en a d'autres qui sont évoqués dedans. J'ai envie de les voir, mais je les ai pas encore vus. Donc, je vais vous dire juste, voilà, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé là-dedans. Donc, allez, Spasmo, par exemple, vous voyez, la caractéristique, c'était la collection Néo, c'est jaune, voilà, avec le truc. Les romans, ils ressemblaient à ça, à la base, dans la collection. Donc, Spasmo de Umberto Lenzi. Je détaille pas plus que ça, hein, parce que sinon, ça va nous prendre beaucoup de temps. Nu pour l'assassin. Alors ça, qui est un giallo qui est beaucoup basé sur la nudité, sur le côté érotique, qui est assez gore aussi. Voilà, donc un bon truc. Torso. Donc Torso, là c'est Sergio Martino, ça c'est sorti chez Ecstasy of Film. Je sais pas s'il leur en reste, jetez-vous dessus parce que franchement c'est du tout bon. Ça, la clinique sanglante de Fernando Di Leo avec Klaus Kinski. Alors ça, j'en ai parlé aussi un petit peu sur Facebook parce que, allez, l'apparence du tueur, elle a un petit peu inspiré dedans le personnage du peintre mystique Ambigram dans mon roman. Donc voilà, en tout cas, pareil, très érotique. Franchement, il est bien ce film. Que voulez-vous que je dise de plus? Donc ouais, ça c'est pour les giallo. Alors après, il y en a d'autres. Comment va-t-on faire la transition? On reste dans l'Italie. Allez. Donc, Lucio Fulci, il est régulièrement évoqué dedans. Alors, on va vous parler de L'Emmurée vivante. On va vous parler du plus récent Voix profonde. De L'Éventreur de New York. Hein. Niveau sadisme sur les femmes, celui-ci, il est franchement pas mal. Hein. De L'Au-delà. Et du Chat Noir. Donc, tout ça, c'est Lucio Fulci. Lucio Fulci, réalisateur italien très éclectique. Hein. Il est surtout retenu pour ses films gore, ses films de zombies, mais il a fait beaucoup d'autres choses. Donc franchement, je vous conseille de regarder. Il a fait des westerns, il a fait des comédies. Voilà. En tout cas, si vous êtes passionné d'horreur, que vous voulez du gore, bah, faites-vous la trilogie Les Zombies, Frayeur, et puis Zombie 2, pardon. Je sais plus le titre après en français, c'est pas grave. Frayeur, et puis L'Au-delà. Voilà. Ces trois-là, ils sont sortis chez Artus Film dans des éditions vraiment magnifique. Donc voilà. Moi après à la fin du mois, hein, si vous achetez les trois, vous mangez mal, mais c'est pas grave. On s'en fiche. Ça fait maigrir. Alors après, bah, petite transition, tout trouvé. Voilà. La baie sanglante. Alors la baie sanglante de Mario Bava, c'est un peu le chaînon manquant entre le giallo et le slasher. Donc voilà, c'est après son descendant direct, c'est la série de films Vendredi 13, hein, où ça massacre de l'ados dans des camps d'été, tout ça, voilà, à volonté. Et on va tourner maintenant vers le cinéma américain avec Maniac, voilà, qui est sorti récemment chez Le Chat qui fume, dans une sacrée édition aussi. Donc voilà, film de William Lustig, où là, il y a une scène vraiment qui évoque le monstre de Florence,
puisque à un moment donné, le tueur, joué par Joe Spinell, il s'en prend un couple d'ailleurs qui est formé, alors la meuf, je sais pas s'il est connu, bon bref, on s'en tape, hein. C'est pas un manque de respect pour la parité ou quoi. Putain, je vais me mettre dans la merde à dire des trucs comme ça. Mince, mince, mince. Comment je vais m'en sortir? Je coupe au montage, j'en sais rien. Bon, bref. Donc le mec qui se fait buter, qui fait partie du couple, c'est Tom Savini, le maquilleur qui est intervenu sur plein de films, dont le zombie de George Romero, et donc là voilà qui fait les effets spéciaux dans Maniac. Donc il se fait exploser la tronche par Joe Spinell, qui, si mes souvenirs sont bons, j'ai pas revisionné le film, il saute sur le capot et boum, il le met en joue avec un gros fusil à pompe, donc il explose la tête, puis après il tue la meuf, voilà. Donc là pareil, hein, il s'en prend aux femmes, il les scalpe, ouais, parce que je vous ai pas dit, quand j'ai parlé de mutilation tout à l'heure, le tueur de Florence, lui, se faisait des scalps, mais bon, voilà, il s'intéressait à un autre endroit avec pas mal de pilosité. Bon, je vous fais pas de dessin, voilà. Là, Maniac, un peu plus classique, il se fait des scalps, voilà, avec les cheveux. Donc c'est un bon film. Alors qu'est-ce qui est évoqué d'autre? Attendez, je vais chercher mes petits trucs. Bon voilà, j'ai retrouvé mes trucs. Donc autre film qui est évoqué plutôt brièvement, Les Griffes de la Nuit. Obsession de Brian De Palma. Ah, le Jello mince, j'en avais oublié un, voilà celui-ci. Frisson d'horreur. On a aussi du Body Count de Ruggero Deodato. Celui-ci parce que franchement, il est sublime par certains aspects. Donc Dario Argento, Le syndrome de Stendhal. Et puis alors celui-ci, il a vraiment un rapport très lointain avec le film, c'est Cannibal Ferox de Umberto Lenzi aussi. Je pense le rapport, hein, il me semble que c'est ça, hein, je perds vite la mémoire, donc ce qui est évoqué dans Le monstre de Florence de David Didelot, bah, c'est les mutilations. Donc je crois qu'il le faisait régulièrement, voilà, il s'en prenait au sein gauche de ses victimes post-mortem, et il a même envoyé un morceau de sein, je crois, à la police, il me semble. Il l'a fait une fois, hein. Ça n'a pas été systématique. Dans une des œuvres, des adaptations télévisées, je crois, de l'affaire, il le fait systématiquement. Là, il l'a fait qu'une fois. Donc voilà, mutilation de ma mère. Ce film-là, il est réputé pour ça, voilà, puisqu'il y a une meuf qui se fait suspendre en lui passant des crochets dans les seins. Voilà, toute la poésie d'Umberto Lenzi et des films de cannibales italiens. Petite pause parce que ça sature encore sur le téléphone. Bon, autre problème technique, hein, résolu. Donc, il faudra vraiment que j'investisse dans du matos si je veux continuer à faire des vidéos. Donc, on en était aux différents films qui sont évoqués donc, dans ce fameux monstre de Florence. Alors, on va finir par le dernier dont je voulais parler, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de Hannibal. Voilà, adaptation du roman de Thomas Harris, puisqu'il se passe à Florence et il évoque dans son scénario le fameux monstre de Florence. D'ailleurs, apparemment, David, il y a eu pas mal de scènes coupées où il est question justement de plus du monstre de Florence dans le film. Donc je sais plus dans quelle édition, hein, il le dit dedans, David Didelot, dans son bouquin. Donc voilà, je vous renvoie au livre, franchement. Achetez-le, il est vraiment bien. Bon, quoi dire pour finir? C'est vraiment... Ah ouais, ça, voilà. Donc il est question dedans aussi de bande dessinée, les fameux fumettineri de la bande dessinée pour adultes, souvent en noir et blanc. Donc il est beaucoup de questions de celui-ci, l'Assassino del Besturi, où eh ben, on a à peu près un petit peu tout du monstre de Florence, hein, qui est dedans, les mecs qui viennent mater les jeunes couples dans les voitures, l'assassin avec ses mutilations, tout ça, voilà. Donc moi j'ai trouvé ça sur le net, j'ai lu ça, voilà. C'est des trucs qui pourraient plus sortir de nos jours, hein. Vous trouviez ça en kiosque. En France, il y avait, je crois, Elvira France qui faisait des trucs aussi approchants. Enfin bon, voilà. À notre super époque de moraliste, ce serait super chaud de trouver des trucs comme ça, quoi, voilà. C'est mieux, c'est moins bien, je sais pas, je pense qu'elle pourrait le contre. Voilà. Donc, allez, on va quand même finir, on va arrêter de blablater. Donc le monstre de Florence, franchement, il est super bien illustré, ultra bien documenté. Comme je vous dis, ça part dans tous les sens. Cinéma, fiction, il parle beaucoup aussi des livres sur l'affaire,
des reportages télé sur l'affaire. Donc voilà, c'est vraiment très, très éclectique. Et puis surtout, c'est écrit dans un style vraiment que j'adore. Le style de David Didlot, si vous... Il a fait pas mal aussi, ouais, j'ai oublié de le dire, il a fait pas mal de bonus pour des DVD, en particulier, je crois, pour Artus Film, pour Uncut Movies, enfin bon, voilà, quelques éditeurs de bis comme ça. Donc ces interventions elles sont tout le temps très érudites, très documentées. Et ben là, quand on lit, on a l'impression de l'entendre parler, c'est super bien écrit. En même temps, des fois, il y a des expressions familières, tout ça. Enfin, on reconnaît bien sa personnalité. Il y a une tchatche, tout ça. Il y a des opinions tranchées. Et voilà, le personnage est sympathique. Moi, à chaque fois que je le connais pas personnellement, mais à chaque fois que je l'ai contacté par mail ou que je l'ai croisé sur Facebook, voilà, toujours très cordial, très sympa, un mec simple. C'est agréable, type comme ça. Et j'ai oublié de parler d'un truc aussi en parlant de David Didlot, donc je vais le chercher, je te parlerai immédiatement. Replay, voilà, c'est son autobiographie avec tous ses coups de cœur, cinéma, tout ça alterné avec certains passages clés de sa vie. Donc voilà, un super bouquin. Je l'avais chroniqué sur mon site Nasteratom. Voilà, donc si vous voulez y jeter un œil. Et voilà. Bon, franchement, elle est naze, hein, cette vidéo. Faut vraiment que je m'améliore. Mais bon, motivez-moi. Dites-moi, c'est bien, mec. Enfin bon, je sais pas. Voilà. Donc j'espère qu'il lui en reste, s'il lui en reste, jetez-vous dessus. Vous aimez les tueurs en série, vous aimez les giallo, vous aimez l'Italie, vous aimez le cinéma bis, les fumetti neri, allez-y, achetez-le. Ça coûte que 8 euros. Après, bon, faut payer les frais de port. Hein, la poste prend sa dîme, mais c'est comme ça. Donc, eh ben, j'espère qu'on se revoit bientôt pour d'autres vidéos. Et comme je dis toujours, soyez indulgents avec moi. Voilà. Allez, bye bye, ciao.